Bonjour, je m'appelle Virginie. On est rendu à la sixième vidéo pour mon intervention éducative sur l'anxiété que je fais pour l'organisme Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches, dans le cadre de la fin de mon baccalauréat en sciences infirmières à l'Université du Québec à Rimouski. Donc aujourd'hui, je vous parle des méthodes de gestion de l'anxiété. Je vais commencer par vous présenter quelques données que j'ai comptabilisées en faisant une analyse des besoins de clientèle au début de mon projet. Ensuite, je vais vous parler des pensées toxiques. On va regarder une technique facile pour dédramatiser nos inquiétudes. Je vais vous parler aussi des exigences qu'on a envers nous-mêmes qui peuvent avoir un impact sur l'anxiété. Je vous parle ensuite rapidement de la psychothérapie, des traitements pharmacologiques pour l'anxiété, de la méditation pleine conscience, puis de la cohérence cardiaque. Donc, pour ce qui est de l'analyse des besoins de la clientèle, à l'automne, j'ai posé des questions à ceux qui étaient intéressés à me répondre. Puis je leur ai demandé, en lien avec la gestion de leur anxiété au quotidien, de quantifier leur gestion de l'anxiété sur une échelle de 0 à 10 pour voir à quel point que leur gestion de l'anxiété était efficace pour eux. Puis la majorité des répondants m'ont dit que leur gestion de l'anxiété était efficace au moins de 6 à 9 sur 10. Donc, c'est la majorité qui avait quand même une bonne gestion de leur anxiété au quotidien. Ensuite, je leur ai demandé c'était quoi les méthodes de gestion qu'ils avaient déjà utilisées par le passé. Les réponses qui ressortaient le plus, c'était des exercices de respiration, de la méditation, du yoga, de la marche en plein air, de l'écriture, le sport, puis la médication. J'ai ensuite demandé si ces méthodes déjà utilisées avaient été efficaces pour eux. Puis, près de 90 des répondants m'ont dit que oui. Donc, je vous présente certaines techniques de gestion de l'anxiété parce que, dans le fond, c'est important de savoir que c'est normal de vivre de l'anxiété à un moment donné dans notre vie, puis qu'on ne peut pas toujours se défiler de ces situations anxiogènes-là. Dans le fond, ce qui est important, c'est justement de trouver des manières de venir qu'à gérer cette anxiété-là pour nous aider là-dedans. Donc, je vais commencer par vous parler des pensées toxiques. Ça, c'est de l'information que j'ai trouvée sur le site de Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Sur ce site-là, ça disait que le niveau d'anxiété qu'on ressent, c'est aussi relié à la manière qu'on interprète les événements. Il y a certaines situations qui peuvent engendrer plus d'anxiété. Par exemple, si on a une attitude de pensée automatique, de dévalorisation ou d'anticipation négative à une situation ou des inquiétudes. Donc, je vous en présente quelques-unes, pensées toxiques qu'on peut avoir sans s'en rendre compte au quotidien, avec quelques exemples. Donc, la première, c'est le tout ou rien. Dans le fond, quand on est dans cette attitude-là, c'est que nos pensées ne sont pas nuancées. Il n'y a pas de zone grise. Par exemple, si j'ai eu une performance qui laissait à désirer au travail aujourd'hui, ben, je vais avoir l'impression que je vis des échecs dans tous les autres aspects de ma vie aussi. Ensuite, pour le filtre, c'est qu'on choisit un aspect négatif, on s'y attarde sans considérer d'autres aspects importants. Dans le fond, notre vision de la réalité va être faussée. Par exemple, si une personne me fait un commentaire négatif aujourd'hui, je vais considérer seulement ce commentaire négatif-là sans prendre en considération tous les commentaires positifs que cette personne-là peut m'avoir fait par le passé. Ensuite, il y a le rejet du positif. On va rejeter les expériences positives en se disant qu'elles ne comptent pas pour préserver une image négative des choses, même si cette image-là ne concorde pas avec la réalité. Par exemple, on peut venir qu'à ne pas croire quelqu'un quand il nous fait un compliment. On peut se dire que la personne veut juste être gentille avec nous puis que ce n'est pas vrai ce qu'il nous dit. Les conclusions hâtives, quand on est dans cette attitude-là, c'est qu'on saute à une conclusion négative sans vérifier les faits. On prévoit le pire, on est convaincu que notre prédiction va être confirmée. Par exemple, si pendant la réalisation d'un projet d'équipe, on peut penser que les autres vont trouver qu'on a l'air niaiseux sans qu'il y ait vraiment des faits pour venir justifier notre pensée. Ensuite, il y a l'exagération et la minimisation. Dans le fond, on amplifie ou minimise l'importance de certaines choses. Par exemple, on peut venir qu'à amplifier nos défauts puis minimiser nos qualités. Les raisonnements émotifs, quand on est dans cette attitude-là, on présume que nos sentiments sombres reflètent la réalité de la situation. Par exemple, on peut se dire que la situation qu'on est en train de vivre est désespérée parce que nous, c'est comme ça qu'on se sent.
Ensuite, il y a les attitudes de je dois et je devrais. Par exemple, se dire je dois mieux performer à mon prochain examen. Je devrais m'entraîner plus pour être plus en forme. Ça, quand on se parle comme ça à nous-mêmes, ça suscite un sentiment de culpabilité. Donc, ça peut venir jouer là, sur notre anxiété aussi. Puis finalement, il y a la personnalisation. Dans le fond, on va se considérer responsable d'un événement fâcheux quand que la cause va venir d'autres facteurs. Par exemple, se dire ah, si je n'avais pas dit ça, il n'y aurait pas eu un accident, il ne serait pas arrivé là, quelque chose de négatif. Donc, tous ces types de pensées-là, c'est des pensées qu'on peut avoir sans s'en rendre compte, puis qui peuvent venir là, amplifier notre anxiété au quotidien. Donc, c'est de prendre le temps là, de prendre conscience de ces pensées-là qu'on a, puis d'essayer là, de rationaliser autrement. Ensuite, je vous montre une petite technique là, pour dédramatiser nos inquiétudes, pour mieux contrôler notre anxiété. Ça, je l'ai mis, cet exercice-là, dans le journal du participant, si jamais ça vous tente de le compléter là, par rapport à des inquiétudes que vous avez. C'est pas très long à compléter, puis ça nous fait vraiment prendre conscience que souvent, on s'en fait, notre anxiété est plus importante que ce que ça devrait être normalement. Là, on s'en fait pour rien, pas pour rien, mais on s'en fait trop pour ce qui en est vraiment là, dans la situation. Donc, je prends une situation, par exemple, j'ai un gros examen qui s'en vient, puis j'ai vraiment peur de le couler. Là, il y a beaucoup de matière, puis ça me stresse beaucoup. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je crains? Bon, ben, je crains de ne pas passer mon examen. Puis ensuite, c'est quoi l'effet qui alimente cette inquiétude? Ben, il y a vraiment beaucoup de matière à regarder en l'équivalent de 2 semaines. Puis je travaille au travers aussi, donc j'ai peur de ne pas arriver, puis de ne pas être assez préparée pour mon examen. Puis quels sont les faits qui ne supportent pas cette inquiétude? Ben, normalement, dans le cours de cet examen-là, d'habitude, ça va bien, puis j'ai quand même des bons résultats. Donc, déjà là, on voit qu'il y a quand même un aspect qui ne vient pas supporter là, mon inquiétude de ne pas passer mon examen. Quel est le pire qui puisse arriver? Ben, si je coule cet examen-là, il vaut quand même beaucoup là, par rapport au cours au complet. Donc, ça pourrait arriver que je coule le cours au complet puis que j'ai à recommencer. Quelle est la probabilité que cette inquiétude-là se réalise? Ben, ça va dépendre de la façon que je me prépare à mon examen d'ici les 2 prochaines semaines. Si ce que je crains survient, quelles seront les conséquences pour moi et mon avenir? Bon, ben, si je coule cet examen-là puis que je viens qu'à couler mon cours, il va falloir que je reprenne ce cours-là, puis ça va faire en sorte que dans le fond, mon cours va être prolongé là, probablement d'une session le temps que je reprenne ce cours-là. Dans quelle mesure ces conséquences seraient-elles tolérables? Ben, ça me rallongerait un peu dans mes études, mais ça serait quand même tolérable. Selon moi, là, ça serait pas. Quand je prends le temps d'y penser comme il faut, je serais déçue, mais ça serait pas si pire que ça. Est-ce que j'ai déjà vécu une situation semblable ou si je connais d'autres personnes qui l'ont déjà vécu, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, non, j'ai jamais vécu une situation comme ça, mais je connais d'autres personnes qui ont eu à reprendre des cours, puis ils ont juste prolongé un peu leurs études d'une session, puis ils ont été capables de reprendre, puis ça s'est placé ensuite. Comment je pourrais envisager cette situation-là dans 1 an ou dans 5 ans? Ben, dans 1 an ou dans 5 ans, si je rallonge mes études d'une session, dans les 2 cas, je vais avoir terminé quand même. Donc, à long terme, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, déjà là, on voit que oui, c'est important que je me prépare comme il faut pour mon examen, mais je n'ai pas à être super anxieuse puis à être envahie par ces pensées-là autant que je l'aurais cru une fois qu'on prend le temps de décortiquer la situation. C'est aussi important de se concentrer sur le processus plutôt que sur notre but final. Par exemple, justement, moi, par rapport à mon examen, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour augmenter mes chances de réussite? Bon, ben, il faut que je me mette tout de suite à étudier, puis à me préparer là, en conséquence pour mon examen. Par quoi je dois débuter? Bon, ben, je peux commencer par regarder la matière, faire des résumés du contenu, puis me préparer, là, réviser là, au fil des jours. Puis, quelles ressources puis-je solliciter pour m'aider? Je peux demander à dans le fond, les personnes qui font le cours avec moi, s'ils veulent qu'on étudie ensemble. Je peux poser des questions au professeur. Je peux utiliser mes notes de cours puis mes livres là, pour me préparer pour mon examen. Donc, le fait là, de penser plutôt à comment se préparer comme il faut versus penser au pire qui peut arriver, c'est plus bénéfique pour nous là, dans notre préparation à la situation qui nous rend anxieux.
Donc, si jamais ça vous intéresse de compléter cet exercice-là, il est dans le journal du participant. Ensuite, un autre aspect qui peut faire en sorte que notre anxiété va être augmentée, c'est les exigences qu'on a envers nous-mêmes. Le fait d'avoir des exigences élevées envers soi-même, de se comparer aux autres, d'être insatisfait par rapport à nos performances, ça peut nous rendre plus anxieux. Donc, c'est recommandé là, de faire preuve d'indulgence envers soi-même. Donc, on peut commencer par se fixer des objectifs plus modestes. Ça fait en sorte que c'est plus facile d'atteindre nos objectifs ou même de se dépasser dans un but qu'on s'est fixé. Puis c'est plus valorisant là, que se fixer des gros objectifs en partant puis vivre des échecs parce que c'était vraiment trop gros là, au départ ce qu'on se demandait. Ensuite, on peut prendre le temps d'évaluer c'est quoi que nos exigences qu'on s'impose vont nous apporter, autant dans le positif que dans le négatif. Donc, le fait d'atteindre le gros objectif qu'on se donne, qu'est-ce que ça apporte de positif pour nous, puis qu'est-ce que ça apporte de négatif? Bon, ben, si on le réussit tout de suite, ben, c'est sûr qu'on va être fiers de nous, ça va faire en sorte qu'il y a une grosse partie là, du projet qu'on a en tête qui va être réalisé. Mais en même temps, les aspects négatifs, ça peut être qu'on se met beaucoup de pression, on va être anxieux. Ça va faire en sorte qu'on a plus de chances d'être déçu. Donc, c'est de prendre le temps de peser le pour et le contre là, des objectifs qu'on se fixe. Puis, on peut aussi prendre le temps de se demander qu'est-ce qui arriverait si on baissait un peu nos exigences personnelles. Ça serait-tu vraiment si rapide que ça de baisser un peu nos exigences pour l'instant, puis de prendre le temps là, de faire les choses comme il faut, puis de ne pas se brûler là-dedans? Qu'est-ce qui arriverait si on décidait d'agir comme ça versus de se fixer des objectifs trop hauts? Ensuite, une autre manière de bien gérer son anxiété, c'est d'avoir des saines habitudes de vie. Donc, pour ça, je vous réfère aux vidéos 5, là, la vidéo de la semaine passée. Vous pouvez faire un retour là, sur les recommandations au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, du réseau social, puis de la consommation de substances. Puis aussi, je vous réfère à mon vidéo 2 là, sur les facteurs de protection en santé mentale, que c'est aussi important là, de les prendre en considération. Ça nous aide vraiment là, dans nos habitudes au quotidien là, pour la gestion de l'anxiété, d'avoir des bonnes habitudes de vie puis de favoriser les facteurs de protection en santé mentale. Maintenant, je vous parle rapidement là, de la psychothérapie. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale là, qui existe. Certaines personnes vont vouloir faire de la thérapie pour venir à gérer leurs troubles anxieux. Donc, c'est de la thérapie qui peut se faire en groupe ou en individuel. Dans le fond, le but de cette thérapie-là, c'est de modifier les pensées des personnes puis les comportements qui sont problématiques. La personne est confrontée à son anxiété en étant exposée aux facteurs qui la rendent anxieuse jusqu'à ce que ses symptômes diminuent. Puis la personne, ça va faire en sorte qu'elle va tolérer mieux ses réactions anxieuses puis apprendre à utiliser divers moyens là, pour venir diminuer son anxiété. Il y a aussi les traitements pharmacologiques. Il y a certaines personnes qui peuvent être amenées à prendre de la médication pour aider au niveau de leurs troubles anxieux. Il y a plusieurs classes de médicaments qui existent là, selon le trouble anxieux puis la durée du traitement. Il y a la classe des benzodiazépines. Ça, c'est tous les médicaments comme Ativan, Rivotril, Xanax. Ces médicaments-là sont utilisés là, souvent en traitement initial aux troubles anxieux ou à court terme en général parce qu'il y a un risque de tolérance et de dépendance avec ces médicaments-là. Ils peuvent toutefois être utilisés sur le long terme là, dans certaines situations. Ensuite, il y a les antidépresseurs comme l'Effexor puis le Celexa. Je donne juste quelques exemples là, de médicaments. Il y en a plus que ça. Là. Vous aurez juste à aller voir là, sur Internet si ça vous intéresse de voir plus de médicaments. Les antidépresseurs, eux, sont utilisés là, en première intention dans les troubles anxieux. Il y a aussi certains antipsychotiques, là, comme le Seroquel et le Risperdal, qui peuvent être utilisés chez les personnes qui répondent pas bien aux autres traitements. Les choix des molécules, c'est vraiment selon la personne puis selon les troubles anxieux qu'elle vit. Donc, ce qui est important là, dans tous les cas, c'est de suivre les recommandations là, du professionnel en lien avec la médication. C'est important aussi de respecter sa posologie, de ne pas venir qu'à prendre plus de doses que ce qui est prescrit. Puis, si jamais les benzodiazépines sont prescrits comme au besoin, des fois, ça l'arrive là, que la médication va juste être prescrite là, en cas de besoin. Si la personne se sent trop anxieuse, elle va venir qu'à prendre une petite dose qui a été prescrite pour ça. C'est important aussi d'essayer d'autres méthodes avant de décider de tout de suite prendre une dose de médication qui a été prescrite. C'est sûr que si les méthodes qu'on utilise on n'est vraiment pas capable de se gérer, puis l'anxiété est intolérable, ben, c'est de prendre la dose au besoin qu'on a. Mais sinon, si on peut essayer de pallier un peu
avec d'autres méthodes avant de dire qu'on prend de la médication, c'est bien aussi. Parce que justement, là, comme j'ai dit tantôt, les benzodiazépines, c'est un médicament qui peut amener un risque de tolérance ou de dépendance. Ensuite, il y a la méditation pleine conscience. Ça, c'est une technique là, qui nous amène à porter attention à nos expériences internes ou externes dans le moment présent, sans porter de jugement. C'est une technique là, qui fait en sorte qu'on va venir qu'à s'éloigner du désordre puis de l'agitation qu'il y a autour de nous pour se concentrer sur ce qu'on fait, ce qu'on pense puis ce qu'on ressent dans le moment présent. Le fait de pratiquer la pleine conscience, là, justement, le fait d'être dans le moment présent et de se concentrer sur ce qu'on ressent, ça peut nous amener là, à améliorer notre santé mentale, notre santé physique puis notre bien-être en général. Ça l'aide à diminuer le stress et l'anxiété. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la pleine conscience, il y a 3 principaux éléments à travailler avec cette technique-là. Il y a l'attention, la curiosité, puis l'acceptation. Donc, au niveau de l'attention, c'est d'avoir conscience des choses qui se passent en nous et autour de nous. Donc, on porte attention à des expériences précises, aux pensées qu'on a, aux sensations corporelles qu'on vit, à l'environnement autour de nous. Pour ce qui est de l'aspect de la curiosité, c'est d'explorer sans porter de jugement. Dans le fond, on explore nos pensées, nos sensations, les comportements des autres autour de nous, de manière à avoir les situations là, plus objectivement. Puis, au niveau de l'acceptation, c'est de vivre le moment présent tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés, au lieu de résister ou de vouloir changer le moment présent. Donc, comment qu'on pratique la pleine conscience? Ça, c'est pas compliqué. Ça peut être en groupe, ça peut être en cours formel. Il y a des cours qui se donnent là, de pleine conscience. Ou ça peut être aussi une brève introspection qu'on fait au cours de la journée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la pratiquer. Ça peut être aussi simple que pendant qu'on mange un repas, d'enlever toutes les distractions puis de porter attention à ce qu'on mange puis ce qu'on ressent. Aller prendre une marche, porter attention à l'environnement en utilisant tous nos sens puis porter attention à ce qu'on ressent. Pendant une conversation avec un ami, enlever les distractions, pas porter de jugement à ce que l'autre nous dit, puis se concentrer sur la conversation puis sur ce qu'on ressent par rapport à ce que l'autre nous dit. Ou prendre le temps de s'asseoir puis de se concentrer sur sa respiration puis sur ce qu'on ressent au moment présent. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de vivre pleinement la situation sans être distrait par d'autres aspects puis de se concentrer sur ce qu'on ressent là-dedans sans porter de jugement. Ensuite, une autre méthode pour gérer l'anxiété, c'est les exercices de cohérence cardiaque. Dans le fond, le principe de cette technique-là, c'est que le cœur est relié directement au cerveau par plusieurs neurones. Puis, on dit que l'action du rythme cardiaque par des exercices respiratoires va envoyer des messages positifs au cerveau. Donc, ce que c'est la cohérence cardiaque, c'est de contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. C'est prouvé qu'il y a plusieurs bienfaits sur la santé physique et mentale là, de pratiquer la cohérence cardiaque. Par exemple, ça peut diminuer la perception du stress, puis faire augmenter là, notre impression de calme. Ça peut aussi avoir une action favorable sur des nombreux neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine que j'ai présenté dans les vidéos précédentes. Ça va faire en sorte que ça va prévenir l'anxiété et la dépression. Dans le fond, la technique pour faire de la respiration en cohérence cardiaque, c'est la règle du 3-6-5. Donc, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire pendant 5 secondes, puis on expire pendant 6 secondes. On fait ça 3 fois par jour, puis pendant 5 minutes, là, ça va nous donner 6 respirations par minute. Puis les effets bénéfiques, on dit qu'ils durent de 3 à 6 heures. Donc, c'est pour ça qu'on le fait 3 fois par jour avec des intervalles là, de 4 heures là, dans la journée. Donc, pour la pratiquer, on peut prendre une montre avec trotteuse, le chronomètre sur notre téléphone. Il y a des applications qui existent aussi, puis des vidéos avec de la petite musique là, pour nous guider là, dans les respirations. Donc, c'est quand même très facile à pratiquer. Là, donc, dans le fond, c'est comme j'ai dit, on inspire 5 secondes, on expire 6 secondes, 5 secondes, excusez. Puis on fait ça là, pendant 5 minutes. Donc, en résumé, il y a plusieurs autres méthodes aussi qui existent, là, en plus de celles que j'ai présentées pour gérer l'anxiété. Dans le fond, moi, je vous en ai juste présenté là, quelques-unes là, plus connues. Ce qui est important, là, peu importe les méthodes que vous utilisez, c'est de faire des essais pour trouver ce qui nous convient là, le plus personnellement. Puis, de s'assurer, dans le fond, qu'on est capable de gérer notre anxiété là-dedans. Puis, si jamais on n'arrive pas à bien la gérer, c'est d'aller chercher de l'aide aussi là, au besoin.
Donc, ça met fin là, à ma vidéo sur la gestion de l'anxiété. Donc, comme à chaque vidéo, là, je vous demanderai d'aller compléter le petit questionnaire qui est en lien avec la vidéo pour me permettre d'évaluer la pertinence de mon contenu, si c'est vraiment utile pour vous. Ça prend un petit 5 minutes environ à répondre, ce n'est pas très long. Puis ensuite, comme je vous parlais plus tôt, là, dans le journal du participant, j'ai mis l'exercice pour dédramatiser nos inquiétudes, puis d'autres petites questions personnelles que vous pouvez répondre là, pour vous amener à réfléchir sur votre situation avec l'anxiété, puis avec vos habitudes de vie. Puis il y a toujours les ressources communautaires que j'ai mis à la fin du journal du participant, si ça vous intéresse. Donc ici, je vous présente les références que j'ai utilisées pour faire ma vidéo. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour ma dernière vidéo. On est déjà rendu là, à la fin. Donc, merci. À la prochaine.